Terminator Renaissance avait prévu des pistes assez mystérieuses pour ses suites éventuelles. Notamment lors de cette scène, dans laquelle Kyle Reese observe de manière fugace 3 silhouettes qui semblent être humaines derrière une vitre. Qui sont-ils? Que font-ils là? Il semble que l'on ne le saura jamais, car Terminator Genesis ne reprendra pas... Capitaine, Quoi? nous recevons une communication prioritaire. Sur haut-parleur. C'est moi, capitaine, à l'endroit habituel. Oh putain, positronneur offline. Robin, fais chauffer l'hyperdrive. Alors? Tu vois ce que je t'ai demandé? Oui, mais je peux te dire que ça n'a pas été facile. Mes frais ont déjà doublé. Écoute, je te payerai ce qu'il faut, mais je le veux maintenant. Non mais tu te fous de moi? Tu te demandais qui se cachait sous ce masque? Eh bien, tu as devant toi le nouveau méchant des prochains Star Wars. Non, J.J. Abrams n'aurait jamais fait ça. Écoute, c'est la vérité. Maintenant, épargne-moi tes états d'âme et paye-moi. Mais tu crois que je vais te payer pour cette merde? Je crois que je me suis mal fait comprendre. Tu vas me donner tout de suite ce que tu me dois. Et tiens, tant qu'on y est, tu vas me donner un petit bonus pour le dérangement. Ah ouais? Ouais, Tu veux la jouer comme ça, hein? ouais. Tu vas encaisser tout de suite? Bien sûr. Ah, bonjour, oui, posez ça là. Allez-y. Vas-y, là. Ouais, attendez, je suis désolé. C'est un peu gênant. Dure journée, hein? Merci beaucoup. Oh! Vous mettez tout ça sur sa note, hein? Capitaine, Non mais oh! on est en ligne. Vous êtes déjà là. Bonjour citoyens, bienvenue sur Nexus 6. Je suis le capitaine, et aujourd'hui l'un des films, si ce n'est le film le plus attendu de l'année 2015. Oui, Star Wars épisode 7. Oh putain, oui. Mais comment on va faire pour attendre encore 8 mois? Mais c'est impossible. Vous l'aurez compris, je suis très optimiste concernant cette nouvelle trilogie, et notamment pour l'épisode 7 intitulé The Force Awakens. Et je vais vous expliquer pourquoi en 3 points. En gros, le rachat par Disney c'est plus positif que négatif. Le fait que lui il dégage, c'est bien. Et le fait que lui il arrive, c'est cool. Allez, c'est parti. Oui, cette touche ne sert à rien. S'il y a bien un sujet qui a divisé l'opinion concernant l'avenir de la franchise, c'est celui-là. C'est en octobre 2012 que George Lucas appose sa signature au bas d'un contrat de 4 milliards de dollars, entérinant le fait que Lucasfilm appartiendra désormais au géant mondial du divertissement, Disney. Ce rachat suppose quoi? Que dorénavant, c'est à Disney qu'appartiendra la franchise Star Wars. Mais également, et on en parle peu, une autre saga que l'on apprécie tous. C'est une excellente opération pour Disney, qui depuis quelques années fait face à une certaine difficulté à renouer avec sa gloire d'antan. Ce qui s'est fait ressentir sur la situation financière du groupe. Et s'il y a bien une chose que la franchise Star Wars va leur permettre de faire, c'est bien de renflouer les caisses. C'est pourquoi on a pu voir sur le net de nombreuses réactions du type « Ouais mais non quoi, on va avoir un Mickey en Jedi et plutôt en Stormtroopers, ça va devenir un truc de gamin, MDR ». Et c'est vrai que lorsqu'on voit ce genre de photos à la con, on peut s'inquiéter. Oui, mais non. Il est assez évident que Disney va éviter de tomber dans ce genre d'exagération. Et il faut rappeler que la saga Star Wars s'adresse à tous, petits et grands. C'est ce qui a toujours fait sa force. En tout cas, c'était le cas de la trilogie originelle. Non seulement les grands classiques de Disney avaient aussi cette qualité, mais il existe un film récent qui, à mon sens, prouve que Disney peut tout à fait accoucher d'un excellent Star Wars. John Carter. Un film malheureusement mésestimé tiré du cycle de Mars d'Edgar Rice Burroughs, connu notamment pour avoir écrit Tarzan. Faut vraiment que tu reprennes tes médocs, mec. John Carter est un projet mené de longue date par Andrew Stanton, réalisateur de chefs-d'œuvre tels que Wall-E.
Stanton ambitionnait d'adapter les 11 tomes du cycle de Mars, créant ainsi la future grande saga de science-fiction du XXIe siècle. Le cycle de Mars est également une œuvre fondatrice, puisqu'écrite au début du XXe siècle, elle influencera toute la science-fiction moderne, et notamment George Lucas, qui s'en inspirera pour créer Star Wars. Ce film s'est rétamé. Vous avez vraiment des coups de chien. C'est vrai, le film a occasionné une perte sèche de 200 millions de dollars pour l'entreprise aux grandes oreilles. Mais ne vous y trompez pas, cet échec n'est à mon sens pas lié à la qualité intrinsèque du film. Elle est davantage due au fait que Disney l'ait complètement abandonné avant sa sortie, avec une campagne marketing ratée, tant aux États-Unis qu'à l'international. Par exemple, le titre fut modifié au dernier moment, et du coup, ne contextualise pas un récit inconnu de la majorité du public cible. Bah oui, parce que concrètement, vous savez qui c'est, vous? John Carter, hein? John Carter? Je vais vous le dire, moi. Pour la majorité d'entre vous, John Carter, c'est lui. Mais ça n'a rien à voir! Une bande-annonce purement axée action et qui élude complètement l'aspect aventure du film. Des affiches nazes dans les abribus et rien d'autre pour faire parler du film. Du coup, nous avons d'un côté les amateurs de SF qui n'y voient qu'un petit film sans grande ambition et les non-initiés qui n'ont pour le coup aucune raison d'aller le voir, puisqu'ils ne sont tout simplement pas au courant de sa sortie. Un lâchage d'autant plus étonnant qu'il s'agissait de la plus grande production Disney de 2012. John Carter possède des défauts qui méritent d'être pointés. Certaines intrigues et personnages secondaires sont tout simplement inutiles, voire négatifs pour le film, car ils ne font qu'alourdir une histoire déjà conséquente. Il y a également des ellipses assez brusques qui augmentent abusivement la rythmique du film. Regardez cette scène. Les héros sont dans une situation désespérée, ils reçoivent l'aide d'un vaisseau allié, et en 3 plans, les milliers d'ennemis ont disparu, le vaisseau a atterri, et ils ont même eu le temps de dérouler le tapis rouge. Hey! Suis-moi! J'ai retrouvé la piste de la pierre de Vilnac! C'est ici, dans le désert de Bolnak, on l'a trouvé! C'est par là! Tu es fini, Pulteranax! Mais le film possède également de nombreuses qualités, tant au niveau de la technique que des thèmes abordés. Les effets spéciaux sont de qualité, la direction artistique est efficace et invite à l'évasion. On assiste aussi à un mélange de genres appréciables. D'abord un western, puis un space opéra. Il y a de l'humour, de l'amour, de l'action, des extraterrestres verts, des extraterrestres rouges, des personnages féminins intelligents et forts, des sidekicks rigolos, des méchants ambigus, des méchants vraiment méchants. On y traite de racisme, d'intrigue politique, d'eugénisme, de courage, d'honneur, de civilisation en déclin, de société au système judiciaire radical. Bref, de quoi passer un bon moment. Sans être un chef-d'œuvre, il y a dans John Carter tout ce qui fait un bon film de SF et d'aventure. C'est pourquoi ce film est la preuve irréfutable que Disney est tout à fait capable d'accoucher d'un excellent Star Wars. Car oui, et je vous le dis droit dans les yeux, John Carter est un meilleur Star Wars que La Menace Fantôme, La Guerre des Clones et La Revanche des Sith réunis. Vous pouvez me défoncer dans les commentaires. Bring it on, motherfucker. À ces mots, le copilote ne savait que penser. Jamais il n'aurait cru entendre de telles paroles hérétiques. Son malheur pouvait aisément se lire sur son visage. Ses yeux écarquillés reflétaient le désarroi qu'il ressentait. Mais que faire? Il était coincé avec cet homme pour le restant de ses jours. Peut-être fallait-il qu'il... Le fait que Star Wars appartienne à Disney comporte évidemment des aspects négatifs. Mais je dirais tout simplement qu'il n'y en a pas plus que lorsque la saga appartenait à George Lucas. On va encore avoir droit à des projets cross-média parfaitement inutiles pour l'histoire de l'univers Star Wars. Notamment, des séries d'animation de mauvaise qualité, dont la plupart sont destinées à vendre des jouets aux enfants. Mais regardez-moi ça! Mais ça n'a rien à voir avec l'univers Star Wars! Non mais Vador, respecte-toi un peu! Mais que c'est naze! Et ne me dites pas que c'est pour enfants. Nous, quand on était gosses, on regardait du vrai Star Wars, pas ces produits complètement calibrés et édulcorés. Vous êtes sûr, capitaine? Sur la planète Endor, personne n'ignore qui sont les plus forts. Solides comme des rocs et fiers comme des coqs. Et bien évidemment, on aura toujours du merchandising abusif. En gros, l'argent sera toujours l'empereur de cette galaxie lointaine. Oh! C'est quoi ces conneries? T'as pas honte? Hein? Tu crois que c'est que des jouets? Non, ça c'est le symbole du capitalisme. Ces gens-là... Oui, il avait trouvé la solution. Il fallait qu'il le tue. Son malheur ne s'arrêterait qu'ainsi. Mais par quel moyen? Peut-être à l'aide de ce jouet. Il pourrait lui enfoncer dans l'orbite et... C'est là le changement majeur, voire fondateur de cette nouvelle trilogie. George Lucas, le créateur de la saga, tire sa révérence et échange son rôle de grand cerveau décideur pour un poste de consultant. Et c'est peut-être la meilleure chose qui pouvait arriver à Star Wars.
Vous aurez bien compris que je n'aime pas la prélogie. Prélogie dont George Lucas est en grande partie responsable. Mais je ne suis pas ici pour lui taper aveuglément dessus, mais plutôt pour nous interroger sur l'influence réelle qu'il a eue sur la saga. Déjà, il y a un aspect très important. Aujourd'hui, George Lucas est vieux, 70 balais, il est vieux comme tous ces autres mecs là, ils sont vieux et n'écoutent plus les autres. Personne ne vient leur dire quand leurs idées sont merdiques, leurs films ne valent plus un zecmas, bordel. Malgré tout, ne tombons pas dans la gérontophobie. Il y a des gens âgés qui sont tout à fait capables et compétents. Ce qui est en cause ici, c'est plus la relation qu'une personne telle que George Lucas entretient avec son processus créatif alors qu'il n'a plus de compte à rendre à personne et qu'il a les pleins pouvoirs sur son œuvre. Lors de la création du tout premier Star Wars, George Lucas était un jeune réalisateur ambitieux. On est jeune et ambitieux, parfois vicieux. Faut que tu dises que tu peux être le prince de la ville si tu veux. C'était quoi ça, Zarbut? Je sais que vous avez une certaine passion pour le rap français de la fin du XXe Oui, siècle. tout à fait. Ça tombe bien que tu mettes ça sur la table, car d'ailleurs, je voulais vous parler du dernier album de... George Lucas faisait partie de ce que l'on a appelé le Nouvel Hollywood. Un mouvement cinématographique porté par des réalisateurs tels que Michael Cimino, John Carpenter, Brian De Palma, Francis Ford Coppola, Martin Scorsese et Steven Spielberg. Et même s'il était auréolé d'une certaine reconnaissance grâce à THX 1138 et American Graffiti, il avait encore tout à prouver. Et lorsque l'on doit faire ses preuves, on se dépasse, on essaye de trouver les meilleures idées, on se casse le slarp à pondre un truc qui va changer l'histoire. C'est quoi le slam? Bah tu vois l'espace entre les testicules et l'anus chez le Xarlax. Et ben là il y a un petit trou qui sointe un liquide visqueux et jaunâtre qu'ils adorent manger lors des fêtes. Oui, ça va, capitaine. C'est bon, j'ai compris. Mais quand on a tout fait, et que l'on est entouré de gens qui disent oui à tout, et qu'il n'y a jamais aucune remise en question, eh bien, inévitablement, il y a plus de risques que l'œuvre issue de ton processus créatif soit de qualité moindre. Mais regardez-moi ces gens, ils boivent ses paroles, on dirait juste un putain de gourou. Oui, maître, flagelle-moi. He always wins, because he's the director. On pourrait résumer l'apport créatif réel de George Lucas comme ceci. Pour l'épisode 4, soit précisons-le pour les non-initiés, le tout premier film de la saga, George Lucas est à l'origine de tout. La création de l'univers, le scénario, la réalisation. Je le reconnais, nous lui devons ce film. Et c'est un putain de bon film. Sauf que, à cette époque, Scorsese, Coppola et Spielberg étaient des amis très proches de Georgie. Des gens à qui il a soumis son scénario, qui l'ont conseillé, et ont certainement eu une forte influence sur ce que deviendra Star Wars. Faut savoir que le scénario de base ressemblait plutôt à un mauvais épisode de Buck Rogers qu'à la grande fresque de space opéra que l'on connaît aujourd'hui. Skywalker s'appelait Starkiller, Han Solo était un lézard de 6 mètres de haut, ça ne s'appelait pas Star Wars, mais Adventures of the Starkiller. Concernant l'épisode 5, d'abord écrit par Leigh Brackett, romancière de science-fiction qui décéda quelques semaines plus tard, Georgette confia la tâche à Lawrence Kasdan, génial scénariste des Aventuriers de l'Arche perdue. La production fut confiée à Gary Kurtz, déjà présent pour l'épisode 4, et la réalisation à l'un de ses anciens profs, Irving Kershner, réalisateur quelques années plus tard de Robocop 2. Pas étonnant que l'Empire contre-attaque soit plus sombre et plus mature. Je te jure que je vais le bousiller, ce gosse! Vous avez vu ça? Allez, c'est l'heure de vérité. Merci, merci. Monde de merde. En bref, l'épisode considéré par la plupart d'entre nous comme le plus réussi de la saga n'a été ni scénarisé, ni réalisé par George Lucas. Et je vous conseille vraiment de vous documenter sur les travaux de Joseph Campbell et sa théorie du monomythe. En 2 mots, il pense que l'ensemble des mythes qui ont jamais été écrits dans l'histoire de l'humanité ne font que suivre les mêmes schémas et notamment l'appel à l'aventure du héros. Un héros qui passera par de multiples épreuves afin de dépasser son mentor et d'accomplir sa destinée. Ces écrits auront une influence fondamentale sur Kurtz et Kershner et leur rapport à la saga. Sachant tout cela, et en constatant la direction qu'a pris Star Wars par la suite, notamment la perte de cette dimension mythologique, on est en droit de supposer que tout ce qui nous a fait aimer Star Wars n'est pas forcément à mettre uniquement au crédit de George Lucas, même l'événement majeur de la saga. Je suis ton père. Même celui-là, rien ne nous permet d'être sûr que c'est lui qui en ait eu l'idée. D'ailleurs, Lucas détesta le film lors de son premier visionnage et se sépara de Kershner et de Kurtz par la suite afin d'installer un parfait toutou à la réalisation de l'épisode 6, Richard Marquand. Il reprit également les rênes sur toutes les décisions scénaristiques. Résultat, alors que le scénario original de Kasdan prévoyait la mort de Han Solo et la mort de Dark Vador par la main même de Luke Skywalker, Lucas modifia le scénario afin que nous ayons la fin que nous connaissons tous. Gary Kurtz résume très bien la situation. À la place d'une fin douce amère, George Lucas a voulu cette fin euphorique où tout le monde est content.
Il ne voulait plus qu'aucun des personnages principaux disparaisse à cause de l'importance énorme des ventes de jouets. Au final, le retour du Jedi reste un bon film d'aventure, surtout parce qu'il bénéficie encore de la magie des 2 précédents films. C'est même étrangement mon préféré. Enfin, j'aimais beaucoup la première partie du film dans l'antre de Jabba avec toutes ces espèces différentes qui apportaient une touche d'exotisme, ainsi que l'atmosphère décadente qui s'en dégageait. Drogue, orgie, sexe, jeu du cirque. Concernant les 3 épisodes de la prélogie, eh bien, Lucas a tout fait et personne n'a eu rien le droit de lui dire. Du coup, on a eu droit à un gosse de merde. Youpi! Des personnages cool mal utilisés, une guerre qui n'a ni queue ni tête, la pire histoire d'amour jamais écrite au cinéma, des clins d'œil inutiles et aberrants. Boba, est-ce que ton père est là? Oui. Et surtout, à cette saloperie de Jar Jar Binks. veuillez m'excuser. Ce n'est pas le débat qui nous intéresse aujourd'hui. Mais j'aimerais tout de même revenir sur un aspect important de la prélogie qui pour moi est symptomatique des défauts de celle-ci. Mais nous en parlerons dans la partie 2 de cette chronique, car oui, il semble que plus de 20 minutes de vidéo pour certains d'entre vous, c'est beaucoup trop. Calmez-vous, capitaine. Non, mais c'est pas grave. C'est ça la jeunesse d'aujourd'hui, pas capable de se concentrer plus de 3 minutes. Et encore si c'était que les jeunes, mais même les vieux, ils entravent plus que dalle. Moi non mais ça sert, on est en train d'échouer en tant qu'espèce. J'en ai ras le cul, vous me saoulez. Il y en a marre en tant que civilisation, c'est de la merde. Veuillez nous excuser, citoyens. Notre capitaine est un gros connard misanthrope. On va le laisser se calmer et on vous retrouve dans la 2e partie de cette chronique consacrée à Star Wars épisode 7. Chercher les toilettes et... Bah, sans vouloir paraître ethnocentriste, reconnaître un Oxalax d'un... Notre sœur. Ah oui, votre sœur. Oh bravo.